Et je vais laisser la parole à notre animatrice Dominique. Merci Vanessa. C'est ça, je suis Dominique Brosse, je suis ergothérapeute. Je travaille depuis 25 ans dans le domaine. J'ai toujours eu le plaisir et le privilège de pouvoir travailler avec les enfants et leurs familles. Je suis installée à Comox, en Colombie-Britannique, depuis 8 ans maintenant. Et puis, je pratique au privé depuis 7 ans. J'ai beaucoup appris au cours de ma vie professionnelle, de mes familles, des enfants. Et puis, le sujet des troubles sensoriels, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui me fascine toujours. Afin qu'on vous connaisse mieux, au départ, je voulais donner le tour de parole à tout le monde, mais comme on est si nombreux, j'ai proposé à Vanessa qu'on fasse un petit sondage pour savoir un peu qui vous êtes. Alors, Vanessa, est-ce que tu peux le partager? Oui, absolument. Merci. Est-ce que vous voyez le sondage à l'écran? Fait que, dans le fond, on veut savoir un peu qui vous êtes. Qui parmi vous est des parents d'un ou plusieurs enfants avec des défis sensoriels? Est-ce que... Bon, ça, c'est ça. Qui travaille avec les... Ah, on voit les réponses à mesure, j'aime ça. Ben, nous, on les voit, mais pas eux encore. Ah, OK. On voit que j'ai beaucoup d'expérience avec la technologie. Mais c'est anonyme aussi, le sondage. On ne voit pas qui a répondu quoi. OK, on vous donne 3-4 secondes pour réfléchir à ça. Salut Rachel. Bonjour. Donc, c'est quand même partagé. Il y a... Je mets fin au vote. Je partage les résultats. Est-ce que vous pouvez voir les résultats? Super. OK. Donc, il y a près de la moitié de vous qui êtes un parent. Ensuite, il y a quand même le tiers de vous qui travaillez avec des personnes avec des troubles sensoriels. Et puis, aux surprises, il y a plusieurs adultes qui sont ici présents. Donc, 64%, peut-être, c'est plus la moitié, c'est les 2 tiers. Donc, ça répond à une des questions qu'on avait déjà. Est-ce que les troubles sont présents chez les enfants? Donc, vous avez participé à répondre à cette question-là vous-même. L'autre chose, dans le fond, quand vous êtes inscrit, vous aviez la chance d'avoir des commentaires ou de demander des précisions par rapport à vos attentes. Je vais juste résumer les questions qui étaient là. Je veux pour que vous sachiez un peu, moi, je vais tenter vraiment d'y répondre tout au cours de la soirée. Puis, s'il y a des questions que vous avez que je ne pose pas, que vous voulez qu'on porte attention, je vous donnerai 2 minutes à la fin pour peut-être préciser ou pour envoyer à Vanessa en messagerie d'autres préoccupations que vous avez. Donc, je suis très intéressée par toutes les approches qui peuvent soutenir les élèves dans un contexte scolaire. Je veux savoir comment travailler pour que les difficultés s'estompent. Je veux savoir s'il y a une liste de tous les troubles sensoriels qui existent dans le DSM-5. Si mon enfant fait un bond puis a mal au cœur quand il y a un grand bruit, est-ce que c'est un signe d'hypersensibilité ou de stress? Est-ce que les troubles sensoriels peuvent perdurer à l'âge adulte? Donc, grâce à notre sondage, on a déjà une réponse à cette question-là. Si mon enfant n'aime pas qu'on joue de la musique à la radio et que les bruits l'affolent, est-ce que c'est un trouble au niveau de la perception sensorielle? Quels sont les liens entre les troubles déficitaires d'attention, l'autisme et les troubles sensoriels?
quels sont les éléments que les personnes n'ayant pas de trouble devraient savoir afin de bien comprendre la réalité de ces enfants? Puis comment est-ce qu'on peut dépister un trouble sensoriel? Si mon enfant ne veut pas se brosser les dents ou les cheveux, porte des chaussettes la nuit ou mange une diète très restrictive, comment je peux l'aider à surmonter ces défis-là? Je veux des outils pratiques, je veux savoir comment me les procurer. Si j'ai un enfant qui lèche, qui mâchouille tout ce qui est à portée de main, comment réduire ce comportement-là ou l'arrêter? Puis je souhaite de l'aide et de l'accompagnement que je peux apporter à mon enfant en tant que parent. Des exemples de vêtements qui accepteraient mieux, des chaussettes, des choses comme ça. Puis comment reconnaître les troubles quand l'enfant ne parle pas encore, notamment quand l'enfant ne sent pas la douleur. Fait que, je suis très contente d'avoir eu vos questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres points. Ah, je vois qu'il y a des chats en plus. Oui, il y a une question qui a été ajoutée, Dominique. Comment savoir si un enfant est capricieux ou vraiment troublé? Ah, c'est une bonne question. Je vais tenter de répondre à tout ça. Dans le fond, moi, mon objectif personnel pour la rencontre, c'est que vous repartiez avec une meilleure compréhension des troubles sensoriels. Je veux peut-être vous donner une nouvelle façon de comprendre les réactions comportementales. Moi, j'aime mieux parler de réactions que de comportement. Dans le fond, la façon dont je vois les choses, c'est que les enfants réagissent souvent à des sensations. Ça peut donner des comportements qui ont l'air d'opposition ou de caprice, mais de vous donner une autre paire de lunettes pour regarder un peu ce qui se passe. Puis finalement, c'est vraiment important pour moi que vous repartiez ce soir avec des outils pratiques, des choses à essayer à la maison. Fait que je pense qu'en ayant ces objectifs-là, je vais réussir à couvrir là, les inquiétudes puis les questionnements que vous avez. Fait que je vais commencer par tout au long de la présentation, on va prendre des petites pauses sensorielles nous-mêmes pour faire des expériences d'activité. Alors, je vais vous partager un jeu que je fais avec les enfants. Dans le fond, j'appelle ça la roue des activités sensorielles. Donc, vous voyez ma roue. Puis, on va s'adonner au hasard à l'activité qui va apparaître. Ah, parfait. Donc, une première stratégie à essayer ce soir. Donc, si on pousse nos mains ensemble, puis on applique vraiment une pression très, très forte, puis on peut prendre le temps d'expirer longuement. Puis, c'est un outil qui peut aider à nous détendre un peu, dans le fond, de faire une contraction ou un travail de résistance. Avec un mouvement limité. Dans le fond, une contraction isométrique, c'est un outil très puissant pour un peu ramener à un état de calme, un enfant qui commence à devenir anxieux, ou bien activer un enfant qui est un peu plus amorphe. Fait que je vais prendre la liberté de jouer le jeu, puis d'activer la roue, puis de nous faire l'expérience des activités tout au long de la soirée. Comme ça, on va s'assurer que notre propre état est optimal pour l'écoute, et puis vous allez pouvoir faire l'expérience de différentes stratégies tout au cours de la soirée. Donc, le premier point théorique, dans le fond, qu'on voulait aborder, c'était au niveau du diagnostic d'un trouble sensoriel. Puis, malheureusement, pour l'instant, le trouble sensoriel n'est pas reconnu comme un diagnostic médical officiel dans le DSM-5. Auparavant, dans le DSM-4, il l'était, mais ça a été retiré. Maintenant, il y a de la discorde au niveau du monde médical par rapport à ce choix-là. Il y a des médecins qui disent qu'il s'agit d'un diagnostic pour des choses qui pourraient être expliquées par comme un comportement courant chez les enfants. Il y a d'autres qui disent que certains enfants sont simplement plus sensibles. Il y a certains médecins qui affirment que les troubles sensoriels sont des symptômes ou qui font partie d'autres conditions comme l'autisme ou les troubles déficitaires d'attention ou les troubles anxieux, dans le fond. Puis, il y a encore d'autres médecins qui pensent qu'un enfant peut effectivement souffrir d'un trouble sensoriel sans avoir d'autres diagnostics. Fait que
malheureusement, il y a un manque de consensus, mais la ligne officielle en fonction du DSM-5, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, c'est le Diagnostic Statistics Manual, qui est un peu la norme pour établir les diagnostics sur le plan plus psychologique. Fait que la condition soit reconnue officiellement dans le DSM-5 ou non, ça ne change pas le fait que certaines personnes soient affectées par des troubles sensoriels et qu'il existe des stratégies qui peuvent soutenir ou amoindrir les symptômes et les réactions comportementales des personnes. On estime dans la population scolaire qu'entre 5 à 16 % des élèves auraient un trouble sensoriel. Je peux prendre une pause. Est-ce qu'il y a des questions? Vanessa, tu veux que je les lise? Moi, je n'ai pas reçu de questions, Dominique. Ah, OK. J'ai juste vu qu'il y avait des chats. Fait que s'il y a quelqu'un qui a des questions qui soient des précisions à ce niveau-là. Moi, j'avais une question. C'était inclus dans le DSM-4, c'est ça? Je pense que oui. Là, puis avant ça? Avant ça, je ne sais pas. Je n'ai pas fait des recherches plus poussées. Je sais juste qu'actuellement, il est plus reconnu. Les symptômes, ils sont inscrits plutôt à l'intérieur d'autres troubles tels l'autisme. Merci. OK. Donc, je continue. Fait que comment on fait pour reconnaître un trouble de traitement sensoriel? Dans le fond, souvent, les parents ils vont avoir l'intuition, ils vont reconnaître que le comportement de leur enfant n'est pas typique, surtout quand ils vont jouer avec d'autres amis, on va être confrontés à des différences. Mais la plupart des parents ne savent pas, ils ne peuvent pas expliquer le pourquoi de la chose. Fait que dans le fond, il est recommandé, si vous avez des inquiétudes, de consulter votre médecin qui pourra vous référer à ce moment-là à un ergothérapeute ou bien de consulter directement un ergothérapeute pour avoir plus de précision. C'est vraiment la spécificité des ergots d'analyser puis d'essayer de comprendre si les comportements qu'on observe sont en lien avec des troubles sensoriels. Donc, un trouble sensoriel, c'est une difficulté au niveau du traitement sensoriel qui affecte la façon dont le cerveau traite les informations. Les informations sensorielles qu'on reçoit de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher, mais aussi notre perception corporelle. On a des récepteurs qui nous donnent l'information à savoir où on se situe dans l'espace. Et puis aussi, on a des récepteurs qui nous donnent l'information concernant le mouvement ou nos déplacements. Fait que si notre système nerveux n'est pas capable d'absorber cette information-là de façon harmonieuse, ça va donner des comportements ou des réactions, dans le fond, aux stimuli de l'environnement qui peuvent être alarmantes pour. En fait, les enfants ils vont interpréter avec alarme ou danger certaines sensations qui sont encodées comme anodines par la majorité de la population. Fait qu'on peut avoir des sensibilités de tous les sens à la fois, d'un sens ou de quelques sens. On peut aussi trouver des enfants qui ont des sensibilités qui sont variables selon ce qu'ils ont mangé dans la journée, selon comment ils ont dormi. Certaines journées, ils vont être soumis à une stimulation puis réagiront pas de façon alarmante, mais d'autres fois, voyons, hier ça fonctionnait, hier tu as réussi à mettre ces chaussures-là, aujourd'hui tu refuses. Donc, pour un parent, ça peut sembler un caprice, mais moi, j'ai pour mon dire ou pour ma façon d'analyser, c'est vraiment de donner le bénéfice du doute à l'enfant, d'essayer de reconnaître ce qui peut se passer, de tenter de le soutenir pour puis de ne pas assumer que c'est un caprice, dans le fond. J'ai plutôt l'approche inverse.
Mais c'est difficile quand on est parent parce qu'on a des contraintes, parce que la vie nous bouscule aussi. Donc, des fois, on peut être plus réactif. Il y a certains enfants qui, au contraire, ils ont besoin de plus de stimulation pour encoder l'information sensorielle. Donc, ils sont, on dirait en anglais, under-responsive ou hyposensibles. Selon la littérature, les enfants ils sont plus susceptibles que les adultes à avoir des troubles sensoriels, mais les adultes aussi, comme vous l'avez vous-même identifié dans le sondage au départ, peuvent avoir des symptômes, mais je pense qu'on apprend à vivre avec ou à modifier nos comportements, notre environnement pour nous aider. Je vais partager. Pardon. J'ai fait un tableau ici. Donc, les troubles sensoriels se situent un peu sur un continuum, je trouve. Il y a les enfants hyposensibles qui peuvent paraître léthargiques ou amorphes, qui ne semblent pas encoder l'information, ou encore ces enfants-là, ils peuvent être tellement en recherche de stimulation d'une intensité élevée parce qu'ils ont besoin de nourrir leur système sensoriel pour être plus en contact. Donc, c'est des enfants qui vont bousculer ou faire mal aux amis parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas conscience de leur force. Ils vont être qui vont être toujours en mouvement aussi parce qu'ils essaient de trouver des moyens comme de se donner l'input dont ils ont besoin. Et puis, il y a les enfants qui sont plus hypersensibles, qui sont les enfants, je pense, qu'on associe plus souvent aux troubles sensoriels. Ils sont très, très réactifs à ce qui se passe dans leur environnement et ils ont des réactions de fight or flight. Souvent, ils vont se sauver ou ils vont se choquer. Ils veulent éviter les sensations. Ils ont souvent besoin de contrôler leur environnement. On va penser peut-être qu'ils sont oppositionnels. Ils peuvent devenir très, très anxieux dans l'anticipation d'une situation qu'ils savent qui va être difficile pour eux. C'est les enfants aussi, souvent, qui ont des troubles au niveau de l'alimentation, qui ont des diètes très, très restrictives parce que la sensation de la nourriture ou le goût des aliments les irrite et ils trouvent ça difficile. Et puis, dans le milieu, dans le fond, il y a des gens qui arrivent à bien fonctionner dans leur environnement sensoriel. Ils réussissent à capter l'information qu'ils ont besoin pour comprendre et réagir à leur environnement. Puis sont en mesure aussi de gérer l'information sensorielle sans devenir submergés ou overwhelmed. Il manque des fois le mot en français. Par l'information. Donc, par exemple, si je porte un chandail de laine, puis quand je l'enfile, je prends conscience que ça pique un peu, mais je ne reste pas dans l'inconfort, puis dans la sensation du picotement des fibres de laine. Je suis capable de passer au-delà de ça pour continuer ma journée. Tandis qu'un enfant hypersensible, lui, toute son attention, elle est portée indéfiniment, dans le fond, à la texture du vêtement. Donc, il n'est pas capable d'investir autre chose. Il devient très irrité, très inconfortable par le vêtement. Comment je fais pour avancer? Donc, non, je vais y revenir un peu plus tard. C'est ici, Vanessa, j'arrive pas à sortir. Ça y est, on voit plus ton écran. OK, vous voyez plus mon écran, mais moi, je le vois encore, puis je vois rien d'autre. Au secours! OK, désolée. Fait que je ne sais pas si ça explique un peu ce qu'est un trouble sensoriel. Si vous avez des questions, des précisions que vous souhaitez. J'aurais une question, Dominique. Oui. C'est la
Je me pose toujours la question, tu sais, quand on voit nos élèves entre anxiété, troubles sensoriels, est-ce qu'il y a un cercle vicieux? Est-ce que il peut y avoir une espèce d'anticipation de ce qui probablement va arriver dans la journée ou la crainte par l'expérience? À quel moment l'anxiété s'arrête et le trouble sensoriel commence? C'est l'inverse en fait. Je pense qu'il y a vraiment une relation perverse entre l'anxiété et les troubles sensoriels. Souvent, l'enfant va avoir des sensibilités, va avoir eu une expérience négative, donc il va anticiper que ça va être encore difficile, puis il va pouvoir devenir très anxieux dans l'anticipation de la chose. Je travaille avec un enfant tout récemment qui a des grosses défenses sensorielles au niveau oral. Et puis, c'est la première chose le matin en se levant. Maman, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Quels vont être mes repas? Puis ça peut durer 1 heure. Il veut savoir si il accepte de manger une marque de barre tendre. Puis ses parents disaient des fois, ils arrivent de l'épicerie, ils ont la bonne marque de barre tendre et l'enfant il a besoin de goûter à ouvrir tous les paquets, à goûter à chacune des barres pour s'assurer que ça va être un goût qu'il est capable de tolérer puis de gérer. Ça, c'est un cas, je pense, le plus extrême que j'ai vu au niveau de l'alimentation. Mais on peut voir où il peut y avoir comme un pattern ou un cercle vicieux qui s'installe à ce niveau-là. Ouais. OK, c'est la même chose, je pense, pour toute activité. Dans le fond, un enfant qui a des déficits ou qui a des sensibilités auditives va anticiper avec beaucoup d'anxiété de rentrer dans la classe, d'aller au gymnase, d'aller c'est ça, pour l'assembler, dans le fond, ou même sortir dans le corridor sur l'heure du lunch, tu sais. Oui, c'est les élèves qu'on voit, nous, dans nos écoles. Oui. Merci. C'est ça. Oui, donc des exemples d'hypersensibilité, comme tu disais, il y a les enfants qui sont hypersensibles au bruit, il y a des enfants qui sont hypersensibles au toucher, donc se laver les cheveux, brosser les dents, couper les ongles, c'est toutes des activités qui sont très, très traumatisantes pour eux. Donc, on peut imaginer que si c'est quelque chose qui est difficile à gérer, que l'anticipation de l'activité qui s'en vient peut causer beaucoup d'anxiété, effectivement. Pour les enfants hyposensibles, ils ont une moins bonne perception de où leur corps est dans l'espace. Alors, des fois, ils vont sembler aussi plus malhabiles ou manquer de coordination. Donc, c'est aussi des conditions qui peuvent être, dans le fond, on peut parler de comorbidité ou de symptômes qui sont accentués l'un par l'autre. Dans le fond. Il y a quelqu'un qui posait une question par rapport aux causes des troubles sensoriels. Et puis, malheureusement, il n'y a pas de réponse claire et efficace. Les chercheurs ont quelques pistes. Il pourrait y avoir un lien génétique. Donc, les parents qui ont des défenses sensorielles risquent d'avoir des enfants qui ont des défenses sensorielles. Des fois, on peut se demander, est-ce que c'est parce que si je suis un parent qui a des défenses sensorielles, je n'aurais pas donné des opportunités à mes enfants d'explorer leur environnement parce que j'ai moi-même un peu une hantise qui disait les mains sales, par exemple, ou si moi, j'aime pas la texture de certains vêtements, ben, je vais faire un choix d'acheter des vêtements que moi, j'accepterais comme parent. Donc, on peut voir aussi qu'il y a la possibilité que ce soit l'environnement. Il y a des théories aussi qui disent que ça peut découler de certains stress ou traumatismes dans la petite enfance ou plus tard dans la vie. Les enfants qui sont nés prématurés, par exemple, leurs premières expériences sensorielles à la sortie dans le monde ont été plutôt désagréables. Souvent, s'ils ont dû être intubés ou ils ont été placés dans des incubateurs avec le bruit des
des monitors, j'ai des manques de mots français qui sonnent à tout bout de champ s'il y a quelqu'un qui est en détresse. Ils ont peut-être eu à avoir des injections, donc on peut voir que ça pourrait mener à des troubles sensoriels au niveau de l'acceptation de la nourriture si on a été intubé, au niveau du toucher qui a été tellement douloureux au tout début de leur vie que ça peut laisser des séquelles aussi. Et puis des hypersensibilités au bruit, effectivement, qui pourraient découler de ces expériences-là tôt dans la vie. Les troubles sensoriels sont souvent associés aux enfants qui sont sur le spectre de l'autisme. C'est pas toujours, mais c'est dans la plupart des cas que les enfants sur le spectre de l'autisme ont des sensibilités, des troubles sensoriels. Puis, il y a aussi des hypothèses qui ne sont pas encore vérifiées, qui pourraient mettre en cause l'exposition à certains produits chimiques dans notre environnement, les pesticides, entre autres, qui sont neurotoxiques pour les insectes et les organismes qu'on veut se défaire et puis qu'on ingère par la suite peuvent avoir un effet sur le système nerveux des personnes qui les consomment. Mais encore une fois, plus de recherche est nécessaire pour vraiment déterminer ces liens-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions, Dominique. Merci en tout cas pour tous ces détails. Ça a fait écho à ma famille. Moi, mon premier enfant est né prématurément. Et effectivement, il y a beaucoup de troubles pour se nourrir, beaucoup pour le toucher aussi. Donc, tu apportes des réponses ce soir? Parce que je fais le parallèle avec ma fille qui est née... Oui, mais je me posais la question. Je fais le parallèle avec ma fille qui est née après la due date et c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est intéressant. C'est un système nerveux aussi qui était moins mature au départ, donc qui peut aussi avoir amené plus de fragilité. Oui, absolument. Puis il a beaucoup plus de besoins que sa sœur parce que j'ai dû le laisser à l'hôpital 3 semaines. C'était crève-cœur. Donc, ouais. Oui. Puis en plus, toute la culpabilité que tu portes à cet égard-là. Absolument. Merci. Alors, j'ai plusieurs questions. Mais je pense que tu y as répondu indirectement, mais je vais la poser. Est-ce qu'un enfant qui ne supporte pas ces étiquettes peut venir d'un trouble sensoriel? C'est ça. Oui. J'ai une autre question. Est-ce que les petits-enfants ne sont pas tous un peu hyposensoriels, dû à l'immaturité de leur système nerveux? Exemple, un enfant qui a froid, mais qui ne s'en rend pas compte parce que, quand il se baigne, par exemple l'hiver et qu'il fait froid. J'imagine qu'ils n'en prennent pas conscience. J'aurais tendance à penser... Non, je ne pense pas qu'on peut tirer des conclusions comme ça parce qu'il y a des petits-enfants qui sont très, très sensibles aux écarts de température. Donc... Ok, parfait. Et j'ai une question sur l'exercice qu'on a fait au début, tu sais, de mettre les mains l'une contre l'autre. Est-ce que c'est destiné à certains troubles sensoriels spécifiquement? Je vais y venir plus tard à ça. Dans le fond, il y a certaines stratégies que je proposerais qui seraient très, très spécifiques à certains troubles. Mais les exercices qu'on va faire, je pense qu'ils pourraient aider tout le monde, qu'importe le trouble. Puis, mais je vais revenir et expliquer ça en détail, je pense, dans une des prochaines sections, si ça vous va de patienter. Oui. Dernière question. Si ma fille ne veut pas se coiffer les cheveux, donc la fille a 2 ans et demi, c'est la crise, le seul moyen pour la coiffer est de lui donner du chocolat ou même le téléphone, une vidéo ne marche pas. Est-ce que cela peut être un trouble sensoriel? C'est fort. Comment dire? Dans ma vision à moi d'ergothérapeute, je présumerais d'abord ça. Et puis, je proposais des stratégies peut-être qui pourraient rendre la coiffure plus facile. Fait que ça serait des essais à faire, dans le fond.
Il y a une ergothérapeute qui est très, très connue qui dit quand on essaie une stratégie puis ça ne fonctionne pas, c'est une évaluation. Quand on essaie une stratégie puis ça fonctionne, c'est du traitement. Donc, c'est encore beaucoup par essai-erreur qu'on trouve des solutions. Puis des fois, le fait d'appliquer une stratégie, ça fait partie de préciser peut-être la cause ou la source. Donc, je continue. Est-ce qu'il est possible de prévenir ou d'éviter un trouble du traitement sensoriel, dans le fond? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire ou qu'on aurait pu faire? Puis peut-être un peu pour déculpabiliser les parents qui ont des enfants qui ont des troubles sensoriels. Non, c'est pas possible de prévenir ou d'éviter que le trouble se développe. Parce qu'on ne connaît pas la cause spécifique, mais par contre, on peut intervenir pour rendre l'environnement plus acceptable pour les enfants, puis aussi leur donner des outils ou des stratégies qui vont améliorer leur capacité d'interagir avec leur environnement. Donc, on ne peut pas prévenir, mais on peut soutenir et aider. Fait que je pense que je prends une autre pause. Vas-y. OK, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, vous allez devoir vous mettre à quatre pattes. Je vais faire la démonstration. Alors, le fait d'engager nos muscles abdominaux puis notre plancher pelvien, nos muscles posturaux, ça a un effet très bénéfique et centrant. Donc, on devient plus grounded. Donc, la pose du chat, c'est pas la pose du chat au yoga, c'est une modification. Je me mets à quatre pattes. Vous voyez? Je plante mes orteils dans le sol et je soulève mes genoux de 1 à 2 cm et je maintiens la position 30 secondes. Alors, si vous voulez jouer avec moi, vous pouvez le faire, en faire l'expérience. Dans le fond, on travaille dans cette position-ci les muscles, les abdominaux transversaux. C'est les muscles qui soutiennent notre corps et qui nous protègent le dos quand on soulève des charges. Un peu comme faire la planche. Mais en faisant l'exercice de cette façon-ci, on ne peut pas tricher, on ne peut pas compenser avec le dos, donc on isole vraiment le groupe musculaire souhaité. C'est bon, je vous vois tous disparus. Parfait. Fait que, dans le fond, c'est ça. Moi, je trouve que la première étape pour soutenir un enfant qui a des troubles sensoriels, c'est vraiment de reconnaître que les comportements qu'il présente peuvent être une réaction à une surcharge ou une recherche de stimulation sensorielle. Donc, c'est à nous, en tant qu'adultes, de changer un peu notre perspective. Puis, je pense que ça, c'est plus facile à dire qu'à faire dans la vraie vie parce que souvent, les comportements, ils sont vraiment dérangeants et puis ils viennent nous chercher émotivement aussi. J'ai des questions, Dominique. On me demande comment est-ce que ça aide la position du chat? Donc, c'est ça. Dans le fond, les exercices qui sont aidantes, c'est des exercices de travail contre résistance et puis de pression profonde. Donc, on parle en anglais de heavy work. Le fait d'engager ces muscles-là, ça nous aide à produire soit de la dopamine ou de la sérotonine. Donc, le fait de travailler dans certains types de mouvements puis d'activités, ça fait en sorte que notre propre corps est capable de produire les neurotransmetteurs qui nous amènent à un état de calme et de régulation. Donc, de bouger plus. Puis, en fait, pas de bouger plus, mais d'activer nos muscles comme ça, de façon isométrique, ça a un effet qui est vraiment calmant puis centrant. Et pour les jeunes qui sont hypersensibles, puis pour les jeunes qui sont hyposensibles,
ça les amène à être engagés et à être plus présents à l'activité. Fait que ça a vraiment un effet régulateur. Si on est en surcharge, ça nous ramène dans la zone fonctionnelle. Puis si on est presque endormi ou pas assez stimulé, ça nous ramène aussi dans la zone fonctionnelle. On a Nadine qui a levé la main. Oui? Oui, bonjour Dominique, merci. Je me demandais donc, les exercices de la roue dont tu parles, Oui. toi, tu recommanderais de les faire pendant qu'un enfant est, ben là, je vais dire en crise, là, c'est pas nécessairement une crise, mais Oui. non, ce serait plus prescrit Vraiment, OK. C'est préventif, puis c'est une bonne question, Nadine. Dans le fond, une fois que l'enfant est en surcharge, il est comme trop tard. Il faut attendre qu'il retrouve un état de calme. Dans le fond, on peut vraiment travailler plus en prévention. Nous, en tant qu'adultes, on peut aiguiser peut-être notre façon de percevoir s'il commence à y avoir une escalade au niveau des symptômes, puis on peut agir peut-être plus rapidement, mais une fois que la crise est arrivée, c'est vraiment difficile d'engager. Je pense que si on peut arriver à faire des activités avant, faire voir à l'enfant les bienfaits que ça a, peut-être que l'enfant va pouvoir avoir accès à ces stratégies-là une fois qu'il est en crise, mais c'est vraiment plus difficile d'intervenir à ce moment-là. Un peu comme la méditation. Ouais. La méditation, la respiration, c'est bien d'en faire un peu toujours et non pas quand tu es en crise, ça ne tentera pas. Quand en crise, ça ne marche plus. puis je vais expliquer un peu, c'est là où j'en venais là, dans la prochaine étape, de parler de comment on peut... en fait, comment notre système nerveux il est quand on est en fight or flight. Dans le fond, on est en mode survie, fait qu'on n'est pas en mode solution à ce moment-là. Merci. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant, Vanessa? Ou est-ce que oui. Vous avez indiqué qu'un traumatisme dans l'enfance pourrait être à l'origine d'un trouble sensoriel. On parle beaucoup en ce moment de la neuroplasticité du cerveau et des thérapies pour guérir du trauma. Est-ce que cela pourrait être une piste pour régulariser, améliorer les troubles sensoriels? C'est vraiment une question très pertinente. Et puis, j'essaie de réfléchir à la façon la plus intelligente d'y répondre et la plus honnête. Je pense qu'un traumatisme, ça doit effectivement d'être traité plus si on connaît l'événement. Si les enfants étaient exposés à des abus physiques ou sexuels, par exemple, c'est la thérapie qui va les soutenir. Souvent, les enfants qui ont vécu ces traumatismes-là avant d'avoir développé le langage, c'est vraiment difficile pour eux d'avoir accès en thérapie à ce qui se passe parce que ça a été ressenti sans qu'il y ait la capacité de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Fait qu'à ce moment-là, de traiter plus le système sensoriel va peut-être amener un apaisement qui va permettre peut-être de faire ressurgir des choses. Je ne sais pas si ça répond, là, mais c'est le mieux que je puisse faire. Mais est-ce que ça va, Vanessa, ou s'il y avait d'autres questions? Juste une dernière question, mais je pense que la réponse est oui, mais est-ce qu'on aura accès à ta super roue? Je pense qu'on est plusieurs à aimer ta roue des activités. Oui, je vais vous envoyer, en fait, je vais t'envoyer à toi le lien pour la roue. Puis j'ai aussi un document de plusieurs pages qui a toutes sortes d'activités avec des explications. Puis je vous expliquerai là, comment on peut vous servir de ça. Je vais l'envoyer à toi, Vanessa, pour que tu le fasses suivre aux participants. Excuse-moi, Dominique, j'ai une personne qui a levé la main. Oui. Anne-Gaëlle. Ah, tu es en sourdine, Anne-Gaëlle. Bonsoir Dominique, merci pour votre intervention, c'est vraiment très intéressant. C'est moi qui ai posé la question concernant les thérapies qui sont utilisées pour guérir du trauma, notamment chez les adultes, parce que ce que je vois, moi, ce que j'ai pu constater également me concernant moi, c'est que passer par la parole, quelquefois, ça ne suffit pas et ça peut être à un niveau
triggering, comme on dit en anglais. Donc, ça peut à nouveau ressolliciter le système nerveux et se mettre dans une position où soit le système nerveux explose, où on est en état de fight, ou au contraire, l'enfant se replie complètement sur lui-même et est plus capable de parler. Donc, en passant beaucoup par le corps, par les sens qui apportent du réconfort, ou travailler par la respiration, par le mouvement. Il y a une personne qui fait partie de Réseau Femmes qui fait de la yoga thérapie notamment. C'est ce genre de choses. Voilà, je me demandais si ça pouvait être aussi une piste, pas pour un remède miracle, mais pour aider dans ce chemin d'accompagnement en fait. Voilà. Oui, je pense que c'est important que la personne arrive à ressentir le bien puis le calme au niveau corporel pour pouvoir passer à peut-être plus de guérison. Souvent, ce qui arrive, c'est que les enfants, en fait, je vais vous parler un peu du Dr. Porges qui a développé la théorie qu'il appelle Polyvagal Theory. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Moi, je connais, mais je vous laisse parler, Dominique. OK, moi, j'ai peut-être un peu de difficulté à articuler toute la théorie, fait que je suis contente que tu sois au courant, tu pourras renchérir puis compléter l'information que je vais donner. Dans le fond, c'est que notre système, au cours de l'évolution, il a développé des systèmes de protection. Donc, c'est ce qu'on appelle le fight or flight, puis il y a aussi le fright. Donc, c'est si, mettons, par exemple, chez nos ancêtres, si le mammouth venait nous attaquer, ben, il fallait soit qu'on se combatte le mammouth ou qu'on se sauve, qu'on se cache. Puis il y a d'autres menaces, d'autres espèces, dans le fond, qu'on voit encore dans la nature, comme les lièvres ou les chevreuils. Quand ils perçoivent un danger, ils ont plus un réflexe de figer ou de faire le mort même. Et puis, ce qui arrive, c'est que quand on a vécu beaucoup de stress, on finit peut-être par vivre dans cet état d'hypervigilance constante. Donc, ça, c'est le système de protection, mais on est capable de retrouver aussi un système ou un fonctionnement qui est plus calme, qui nous amène plus à être en relation avec les autres. Ce que Dr. Porges disait, c'est que les enfants qui ont vécu ou des adultes, dans le fond, qui ont vécu des traumatismes ou des sévices sexuels par des membres de leur famille avec qui ils devraient être en sécurité, ils deviennent très sensibles au fait d'être détendus parce que c'est à ce moment-là qu'ils étaient vulnérables puis qui ont eu des sévices. Donc, pour eux, d'être calme, c'est d'être vulnérable, puis c'est vraiment un état qui n'est pas confortable. Donc, ils vont plus se sentir en contrôle, pas en sécurité, s'ils sont en fuite ou en mode bagarrage. En état d'hypervigilance aussi. En état d'hypervigilance, tout à fait. Donc, le travail du Dr. Porges, c'est qu'il a développé, dans le fond, une approche où, en modifiant de la musique, il réussit à entraîner le système nerveux à passer d'un état d'hypervigilance à un état plus de régulation puis de calme. Puis ça, c'est un outil qui est très, très, très puissant, qui est offert dans le fond, des gens sont formés puis ils peuvent faire accompagner les personnes avec ce programme-là, qui est un programme sensoriel finalement, parce que c'est vraiment un programme d'écoute de musique, mais qui amène vraiment un changement au niveau de l'état de la personne. Puis, vas-y. La raison pour laquelle il a parlé ça de Polyvagal Theory, c'est que ça part du nerf vague, qui est le nerf le plus long dans le corps humain et dont les ramifications se rattachent aux organes principaux du corps. Et donc, en fonction, comme tu le disais, de l'évolution, hein, quand il y avait du mode reptilien, après un mode mammifère, ensuite un mode humain, il y a différentes parties du nerf vague qui sont activées, en fait.
Et c'est que quand ces parties-là sont activées, c'est là qu'on est en mode on se bat ou au contraire on se fige. Et nous, la partie du nerf vague qu'on utilise et que n'utilisent pas les autres animaux, c'est la partie supérieure en fait. Quand on est détendu, quand on est activé, c'est ça qui nous permet de sourire, d'avoir des expressions faciales, d'être véritablement en interaction. C'est pour ça que quand un enfant est en danger, quand il se perçoit dans une situation de danger, par exemple, il ne va pas vouloir avoir un contact visuel avec une personne. Par exemple, si il se fait gronder, on lui dit « regarde-moi », c'est la dernière chose qu'il veut faire, justement parce qu'il ne veut pas être en sécurité. Ou quand un enfant voit un adulte qui n'a pas d'expression faciale du tout, là, qui reste neutre, il a l'impression d'être en danger, en fait. On n'est pas face à quelqu'un qui est capable d'utiliser des modulations là, de l'humeur. Et dans ce que j'ai lu aussi sur cette théorie, c'est que pour arriver à passer d'un état où on est plus détendu, où on arrive à mieux se régulariser, c'est utiliser le nerf vague en fait. C'est pour ça qu'il y a des stimulations sur des parties du corps qu'on peut faire. Chanter, ça peut aider. En yoga, tous les mantras qui sont chantés, tout ce genre de choses aussi, c'est en fait pour repasser par le corps, pour retrouver une sensation de sécurité qui est perdue, et aussi retrouver les limites de son corps au niveau sensoriel. Et dans le fond, dans un enfant ou une personne qui est en mode survie, il va avoir accès à sa vision plus périphérique pour voir les menaces qui pourraient entrer dans son environnement. Au niveau auditif, ses oreilles vont être plus en mesure de capter les sons de très très haute ou de très très basse fréquence, donc moins les sons de la fréquence de la parole. Donc effectivement, il va moins comprendre même ce qu'on lui dit. Il va être moins capable de travailler ou d'être centré sur une activité ou un travail académique. Au niveau de l'alimentation, si vous vous imaginez en train de vous sauver parce que vous faites courir après un mammouth, je suis sûre que vous n'aurez pas le goût de digérer un repas gastronomique parce qu'on a besoin, tout notre système digestif est plus en shutdown à ce moment-là. Puis, fait que cette théorie-là, elle est, je trouve, très pertinente aussi quand on pense aux enfants qui sont hypersensibles parce que eux, c'est un peu difficile de démêler l'œuf ou la poule, mais les enfants qui sont très sensibles, ils perçoivent les sensations qui viennent vers eux comme des menaces. Donc, on active leur système de survie, de flight or fright. Donc, oui, ça peut donner de l'anxiété. Oui, ça peut donner de l'opposition. C'est des enfants qui ont besoin de contrôler leur environnement pour pouvoir gérer l'information qui vient vers eux. Puis comme je disais, Dr. Porges a développé un programme d'écoute de musique qui a vraiment des effets incroyables sur les enfants. Fait que c'est ça, dans le fond, si vous pouvez vous imaginer que vous êtes toute seule dans la forêt qui commence à faire noir, imaginez comment vos sens sont aiguisés, vous entendez tout. Vous vous orientez vers les moindres mouvements dans votre vision périphérique. Vous êtes prêt au combat, à la fuite. Peut-être que vous avez tellement peur que vous figez en place, dans le fond. Fait que si vous êtes dans cet état-là, puis que quelqu'un vous donne des consignes ou des directions à suivre, pensez-vous que vous allez être capable de répondre aux directives? Pensez-vous que vous allez être en mesure d'apprendre si vous êtes à l'école? Puis pensez-vous que vous allez être en mesure de manger? Donc, c'est ça un peu la perspective que je voulais qu'on se donne. Mais là, c'est le temps de parler des outils. Dans le fond, on a fait quelques expériences, dans le fond. Les ergothérapeutes parlent beaucoup de diète sensorielle. Fait qu'un peu pour répondre aussi à la question de Nadine, c'est la diète sensorielle, c'est un terme qui a été développé par des ergothérapeutes, mais c'est de penser à comme on a besoin de se nourrir de 3 repas par jour, 3 bons repas par jour, plus des collations pour supplémenter, c'est la même chose pour notre système sensoriel. On a besoin
de nourrir notre système sensoriel, de s'engager dans des activités qui nous font du bien, avec des bonnes doses à travers la journée qui sont prédictibles. Puis ensuite, on peut avoir accès à des petites collations, des petites pauses faciles quand on en a besoin, si on est plus fatigué ou plus attentive ou plus irritable. Donc, de développer vraiment un bon répertoire d'activités qui nous fait du bien, d'avoir des activités sur lesquelles on peut compter, qui sont prédictibles dans la journée. C'est vraiment la recette qui est bonne pour tout le monde pour gérer les troubles sensoriels. C'est ça. Puis j'expliquais comment certaines activités aident notre corps à produire de la dopamine puis de la sérotonine, qui sont les neurotransmetteurs qui nous gardent dans un état plus régulé. Là, je vais revenir avec des exemples plus concrets dans quelques instants. L'autre chose qu'on a à faire, c'est qu'on peut modifier notre environnement, dans le fond. Puis je pense que les adultes qui ont des troubles sensoriels, ils sont devenus experts à ça. Ils vont choisir un environnement visuel qui est plus calme et reposant. Ils vont choisir de mettre des écouteurs pour pas entendre tous les bruits qui viennent vers eux. Ils vont faire des choix vestimentaires qui tiennent compte de leur sensibilité. J'ai fait une formation avec une ergothérapeute, puis on devait partager ensemble un peu notre vécu, puis elle me disait qu'elle avait de sérieux troubles sensoriels. Elle était venue à l'hôtel pour faire la formation, mais elle avait amené ses propres draps parce qu'elle ne supportait pas la texture des draps d'hôtel sur son corps. Elle dit à chaque matin, en se levant, elle doit prendre une douche avec des jets à pression qui durent 30 minutes. Et puis le soir aussi, avant de se coucher, il faut qu'elle prenne une autre douche. Et puis la pression profonde qui est procurée par le jet d'eau a un effet calmant sur elle. Donc, et puis, bien sûr, je ne me souviens plus des détails, là, mais peut-être qu'elle ne portait pas de chaussettes, elle portait que certaines sortes de souliers parce qu'elle n'arrivait pas à tolérer la texture des vêtements. Mais quand on est enfant, c'est le rôle de l'adulte d'être sensible à ça puis de faire les modifications à l'environnement. L'autre aspect qui est très important puis qui rejoint aussi la théorie du docteur Porges, c'est que l'adulte doit être un co-régulateur. Donc, si quand mon enfant commence à s'emporter puis à faire la crise, moi aussi je m'emporte puis j'essaie d'être plus fort puis de parler plus haut que lui, bien, on va escalader la tension puis la situation. Par contre, si moi je réussis en tant que parent à rester calme devant l'enfant qui commence à escalader, bien, je vais pouvoir ramener l'enfant à un état calme plus facilement. Mais bien sûr, c'est facile à dire quand on n'est pas dans le feu de l'action. Et puis, ben, au fur du temps, au fur qu'on on adopte et puis qu'on accepte certaines activités, puis qu'on arrive à reconnaître ce qui est aidant pour l'enfant, c'est d'amener l'enfant à une meilleure connaissance de soi aussi, puis à avoir lui-même l'autonomie d'avoir accès aux stratégies, à lui donner un vocabulaire pour expliquer à ses amis aussi ce qui se passe. Oh mon Dieu, il y a plein de questions. Non, c'est pas des questions, c'est des commentaires pour compléter ce que tu dis, effectivement, pour l'eau chaude, tout ça. Non, non, c'est très intéressant ce que tu dis. On boit tes paroles. Dominique, continue. Il y a des ressources aussi là, qui pourront vous aider, que j'enverrai. J'ai ce livre-là, j'aime beaucoup. C'est Take 5, Staying Alert at Home and School. Je n'ai pas de ressources en français, malheureusement, mais dans ce livre-là, il y a tout plein de stratégies qui vont chercher tous les sens, qui sont faciles. Je vais vous mettre la référence avec les documents que je vais envoyer aussi. Donc, c'est ça. Puis amener à l'enfant à développer une boîte à outils puis une stratégie qui l'aide à maintenir sa régulation. Donc, est-ce qu'il y a des questions où j'embarque rapidement? Là, on dépasse tout le temps dans la théorie, mais on a répondu au fur et à mesure. Donc, je sens que vous avez le goût d'avoir des idées de stratégie. Quand on parle d'horaire sensoriel, moi, je pense que
Vraiment, les 3 repas par jour, ça serait l'idéal. Si on peut faire quelque chose en se levant le matin, souvent, on va pouvoir avoir une meilleure matinée. Les récréations sur l'heure du lunch, s'assurer que les enfants bougent vraiment pendant le lunch, qu'ils ne restent pas assis dans un coin, donc les engager dans des activités motrices. Et puis, au retour à la maison, probablement qu'une bonne pause sensorielle aiderait à cette transition-là, qui n'est pas toujours facile pour les enfants. Et puis, en soirée, avant de se coucher, il y a peut-être des activités qu'on peut faire, mais qu'on ne choisira pas les mêmes activités qu'en début de journée parce qu'on veut vraiment amener les enfants à plus de détente. Je vais essayer, là, j'ai perdu un de mes documents que je voulais vous partager. Ah, là, voilà. Désolée. Je vais vous montrer des images que j'utilise avec les enfants, puis qui illustrent certaines activités sensorielles. C'est bon, on voit ton écran, oui. Par contre, oui, parfait. Je partage. Est-ce que... Ah, attends, c'est vrai, il faut que je fasse ça comme ça. Hein? Oui. Comme ça? Merci. Donc, ça, c'est des activités plus motrices. Donc, moi, j'aime beaucoup le jeu du rouleau compresseur en haut à gauche. Je fais coucher les enfants côte à côte et puis le dernier de la rangée doit rouler par-dessus les autres. Les parents peuvent jouer à ce jeu-là avec leurs enfants. La pression du poids d'un parent qui est réparti sur tout le corps d'un enfant, c'est quelque chose qu'un enfant est capable d'accepter. Descendre des escaliers quand on peut sur le ventre. La tête, la première, c'est une activité très intense, mais que les enfants aiment beaucoup, qui procure stimulation vestibulaire, beaucoup de proprioception, et puis ils doivent se freiner. Les jeux de brouette. Si votre enfant a un peu de faiblesse au tronc, vous pouvez lui tenir des genoux pour qu'il réussisse à bien maintenir son corps droit. Enrouler un enfant dans une couverture, faire un tortillas, ça, c'est une activité où l'enfant se sent bien coincé, des pressions profondes sur tout le corps, ça fait du bien. Jouer au soccer du crabe, donc sur les mains et les pieds, s'envoyer la balle ou faire des déplacements, se pousser dans le dos ou faire la cloche. Des fois, on peut s'agripper les bras puis essayer de se lever si on a 2 personnes de la même taille. J'aime bien les tunnels en lycra ou en tissu qui s'étirent bien, puis l'enfant doit se faufiler puis passer à travers, donc ça offre beaucoup de résistance. Un outil que les ergothérapeutes recommandent souvent, c'est des couvertures lourdes ou des couvertures lestées. Ça peut aider un enfant à se détendre le soir avant de se coucher ou même en écoutant la télé. Donc, le poids de la couverture apporte une pression profonde qui a un effet calmant. Habituellement, on pense à un poids de 10% du poids de l'enfant plus environ 1 kg. Quand on choisit la couverture aussi, on veut qu'elle ne soit pas beaucoup plus grande que l'enfant parce qu'on veut que le poids soit sur l'enfant et pas à côté de l'enfant. Il y a aussi des vestes lourdes. Et puis, pour ce qui est des objets lourds, ce qu'on recommande, c'est que l'enfant l'utilise ou le porte une vingtaine de minutes parce que par la suite, il y a une habituation au niveau du cerveau, puis ça perd de son effet, on ne se sent plus. Vous pouvez vous imaginer si vous chaussez des bottes de ski alpin, au départ, elles sont vraiment lourdes, on a de la difficulté à se déplacer, on les sent vraiment, mais après un certain temps, on oublie qu'elles sont là jusqu'à temps qu'on les enlève. Puis là, oups, tout à coup, on a l'impression qu'on flotte. Fait que c'est vraiment le processus d'habituation. On dit que c'est à peu près 20 minutes. Donc, les bienfaits de ces stratégies-là pour ce qui est des trucs lourds, c'est vraiment une durée de 20 minutes qui est recommandée. Ensuite, on fait différentes marches d'animaux. La marche du phoque qui se propulse avec le corps. On traîne le corps avec les bras ou la marche du crocodile où on rampe mais on reste tout bas au sol.
je vois pas mes autres images. Ah oui, les coups de pied d'âne. Donc, on met beaucoup de poids sur nos bras, puis on lance les pieds en l'air, ou la marche de l'ours. D'autres jeux qui sont vraiment amusants et qui ont des effets bénéfiques. J'aime beaucoup la planche à roulettes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez vous procurer, mais faire un peu les jeux comme dans les images où les enfants doivent se déplacer sur une corde ou se tirer sur une corde ou se propulser sur le ventre. C'est vraiment des activités qui engagent les muscles et qui ont un effet régulateur. L'utilisation des vibromasseurs est aussi très, très calmant et relaxant. Dans le fond, la vibration, ça atteint nos récepteurs tactiles profonds qui apportent un sentiment de détente. Puis c'est ça, il y a d'autres activités. Donc, rouler le gros ballon sur le dos de l'enfant, c'est une autre façon de lui fournir des pressions profondes qui ont un effet de détente sur beaucoup d'enfants. Puis je trouve qu'en contexte scolaire, c'est une bonne activité parce qu'on veut, surtout en temps de pandémie, on veut éviter les contacts trop directs avec les enfants. Fait que c'est une bonne façon de fournir des pressions profondes. Je ne sais pas si vous voyez dans le bas à gauche, dans le fond, c'est un enfant qui est assis, qui utilise ses pieds pour donner un coup de pied à un ballon. Donc, il engage vraiment ses muscles abdominaux. Il y a une activité motrice, mais il ne se déplace pas trop. Ce que j'ai trouvé avec l'expérience, c'est que quand on demande à un enfant de courir ou de se déplacer, le fait de bouger, ça peut avoir un effet excitant sur lui. Fait que si on veut le ramener à le calmer, le truc, c'est d'essayer de trouver des activités où il engage ses muscles, puis il travaille contre résistance, mais où il ne bouge pas trop pour éviter l'effet excitant du mouvement. Il y avait une question par rapport à l'enfant qui mâchouille ses vêtements, qui mange de tout. Donc, dans la mâchoire, on a une articulation temporomandibulaire qui est très, très puissante au niveau de la régulation sensorielle. J'ai l'impression que les enfants qui portent beaucoup les choses à leur bouche, c'est leur façon qu'ils ont de trouver par eux-mêmes de se donner la stimulation dont ils ont besoin pour être plus alertes ou pour se calmer. Donc, des stratégies qu'on peut avoir pour remplacer le mâchouillage des vêtements, c'est d'offrir des crudités qui ont une bonne résistance, même de la gomme, des jeux de souffler, donc gonfler des ballons, souffler des sifflets silencieux, utiliser une paille, faire un trajet sur le sol avec un pompon en soufflant, boire de l'eau avec des bouteilles de sport qui offrent une résistance, ou encore boire à la paille. Plus longue est la paille et plus fine est la paille, et alors plus de résistance il y a. On peut aussi épaissir le liquide qu'on boit, donc ça demande plus de travail lourd. Le bloc Lego, dans le fond, c'est une mâchouille, donc c'est vendu, puis c'est vraiment pour des enfants, des fois pour rediriger un comportement. Des enfants qui portent tout à la bouche. Donc, s'il y a un objet qui est désigné, c'est plus hygiénique. Ça peut être plus acceptable. Je vais essayer de partager mon écran. Et je vais tenter d'essayer de partager mon écran. Tout à l'heure. OK. Donc, les objets comme ça qu'on peut mâcher, c'est plus hygiénique. Et puis, les sifflets silencieux, ça peut ressembler à ceci. J'aime bien. Moi, j'aime pas je ne prescris jamais des objets bruyants aux parents parce que j'ai le souci de ménager leur système sensoriel aussi. Dans les objets à mâchouiller, il y a aussi des trucs qu'on peut mettre sur l'embout d'un crayon. Fait qu'à l'école, l'enfant qui veut tout le temps grignoter ses crayons, il peut avoir cet objet-là. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, il y a trop d'informations dans ma tête, c'est qu'on parlait du toucher, donc les enfants qui ont des sensibilités tactiles, qui n'aiment pas se faire brosser les cheveux ou que les vêtements irritent,
ce qui se passe au niveau tactile, c'est qu'on a des récepteurs tactiles qui sont superficiels. Si on pense à lorsqu'on veut chatouiller quelqu'un, on va juste le toucher très, très doucement. Puis, quand on stimule ces terminaisons nerveuses-là, on a une réaction très, très excitante, donc qui peut être dérégulatrice. Par contre, on a aussi des récepteurs tactiles plus profonds. Donc, en appliquant les pressions profondes, c'est un peu l'effet là, du massage. Donc, ça a un effet qui est très calmant sur le corps. Donc, des fois, c'est ça, ça peut sembler contradictoire, tu sais, le toucher. Ben, si je fais juste l'effleurer, il fait la crise, mais quand il tombe puis il saigne, ben, on dirait qu'il ne réagit pas, mais c'est la différence entre le toucher léger, qui est plus sensible, versus le toucher profond, qui est plus calmant, dans le fond, même s'il y a une blessure. Il y avait une question, j'ai vu sur la salivation. Je ne sais pas, Vanessa, si on passe une période de questions. Je t'entends pas, beauté. Je t'entends toujours pas. Désolée. On a quelques questions. Un enfant qui a trop chaud, qui refuse la couverture pour se retrouver recroquevillé de froid plus tard la nuit, est-ce que ça en fait partie? J'imagine, est-ce que ça en fait partie des troubles sensoriels? Oui, peut-être. Peut-être qu'il ne tolère pas la texture de son truc. Peut-être qu'au moment de se coucher, si on est plus high ou plus en mode excitation, notre corps est plus chaud, alors que quand il se calme, il y aura plus froid. Donc, ça serait peut-être de trouver des façons de le rafraîchir avant. On dit, j'ai lu que si on prend un bain ou une douche avant de se coucher, c'est mieux qu'elle soit tiède, fraîche que chaude. Ce qui me semble assez cruel. Dans le fond, ça serait d'aller vers le plus frais qu'on peut tolérer. Que ça aurait un effet qui nous aiderait à nous endormir puis à ralentir un peu notre métabolisme. Puis peut-être qu'à ce moment-là, il accepterait la couverture. Oui. Et une question aussi, où est-ce qu'on peut trouver ces objets que tu nous as présentés, comme les sifflets ou le Lego ou... Oui, le Lego, c'est... est-ce que vous voulez que je les envoie dans le courriel avec les autres informations ou je les... Oui, absolument, oui. Je pense que ce serait plus facile. Il y a plusieurs fournisseurs, là. Une compagnie québécoise que j'aime beaucoup, c'est FDMT. Ils ont des sifflets, ils ont des mâchouilles. Les mâchouilles, ils viennent d'une compagnie américaine qui s'appelle ARC Therapeutics, ARK. Puis ils ont beaucoup, beaucoup de choix. Donc, FDMT a quelques-uns des mâchouilles, mais ils n'ont pas la sélection de ARC Therapeutics. Oui, j'ai une autre question. Un enfant qui salive par période et qui sort souvent la langue pour se lécher le menton, est-ce que ça en fait partie aussi? Ça pourrait. Je pense que c'est une hypothèse qui vaut la peine de vérifier. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'enfant ferait ça. Ça pourrait faire partie. Les enfants qui salivent beaucoup puis qui n'ont pas conscience du fait qu'ils salivent, j'aurais tendance à penser que c'est des enfants peut-être hyposensibles. Mais s'ils se lèchent, peut-être qu'ils cherchent une stimulation, peut-être que de lui offrir un objet à mâchouiller ou autre chose qu'il peut faire avec sa bouche, ça limiterait la salivation puis le léchage. Moi, j'ai une question, Dominique. Les enfants qui grincent des dents pendant qu'ils dorment, mais à tel point que les dents sont droites, est-ce que ça aussi, c'est un trouble sensoriel? J'ai l'impression que c'est peut-être que c'est une façon pour l'enfant
Parce que, comme je disais, la musculature de la mâchoire, cette articulation-là, elle est très puissante. Elle donne une grosse décharge au niveau régulation. Donc, c'est peut-être une façon que l'enfant a trouvé de s'auto-calmer, si on veut. Donc, si on peut lui offrir d'autres stratégies, ça va peut-être avoir un effet de réduire le grinding.